Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau BD Talk. Et pour cette émission individuelle, eh bien, j'ai la chance d'être accompagnée par Xavier Coste. Bonjour Xavier. Bonsoir Claire. Parfait, je t'entends très bien. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous nous entendez bien. J'attends vos retours. Il y a déjà Pauline K qui est là, qui nous dit bonsoir Claire, bonsoir Xavier. Donc bonjour Pauline. Et Chaton BD Dame Dame, qui est Damien, qui nous dit bonsoir à vous deux. Et Pauline dit, Sosososoka dit, on vous entend bien. Donc déjà, au niveau de la technique, c'est parfait. Au niveau de Voilà. la politesse aussi. Oui, oui, donc ça, c'est impeccable. Poulet soja sauce. Alors, poulet sauce soja miel. Salut la team. Bonjour à toi aussi. Bonsoir à tous. Donc, n'hésitez pas, hein, le chat est là. Si vous avez envie de poser des questions à Xavier Coste, eh bien, il se fera un plaisir, comme toujours, d'y répondre. Donc, je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct sur Twitch, mais elle sera disponible dès demain sur YouTube, donc sur notre chaîne BD Talk. Voilà, alors Xavier, pour commencer cette émission, donc on va passer à peu près une petite heure ensemble. Moi, j'aime bien parler de ta carrière parce que euh, ce qui m'embête, c'est qu'on s'imagine que ton travail a commencé avec 1984. Je pense que la plupart des gens doivent le citer là, euh, débutant à cette période-là, alors que, donc, en 2012, il y a Egon Schiele. Alors, je te propose de faire un petit jeu pour commencer. Je vais te passer dans l'ordre chronologique les couvertures des albums que tu as réalisés, soit seul, soit en duo. Et tu as à chaque fois 1 minute pour me dire ce que tu veux sur cet album. Alors, Ça on marche. commence en 2012 avec Egon Schiele. Qu'est-ce que tu peux Ça nous me dire? rajeunit pas ça. Eh non, tu avais 22 ans, si je peux me permettre. J'avais même 21 quand je l'ai faite. Oui. C'est un peu la BD de l'espoir et du désespoir parce que j'ai présenté 1984 aux éditeurs quand j'ai fini l'école d'art, j'avais 19-20 ans. Et soit on m'a fait des retours négatifs en disant que le projet n'était pas intéressant, soit on m'a conseillé d'attendre 2021. Et du coup, ça a duré un an pendant lesquels il fallait quand même que je fasse un projet et que je travaille. Et je suis tombé par hasard sur un livre sur Egon Schiele. Et en fait, en une semaine, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé aux éditeurs parce que je pouvais plus attendre et puis j'avais envie de faire un livre par-dessus tout. Et du coup, je l'ai fait sans y croire. Et en fait, Casterman m'a dit oui. Et quand ils m'ont dit oui, j'étais à la fois hyper enthousiaste et en même temps, je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis mise? Je vais faire tout un livre sur lui, je me suis pas encore documenté et je pensais naïvement que le projet n'allait pas se faire. Et c'est un livre que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de stress. Je me souviens de pas mal de nuits blanches, de nuits à cogiter. En fait, je pensais au scénario en permanence. Et je me souviens de l'énergie que j'avais dans ce livre qui était assez chouette parce que tant que c'est pas encore devenu un métier, je trouve que les premières œuvres sont quand même plus sincères, elles sont beaucoup plus imparfaites, mais on peut pas leur enlever ce côté plaisir et découverte de tout. Quoi. Et c'est un très Je bel l'ai pas album. fait. Ouais. Et en plus, c'est un bel album parce que ça permet de connaître Egon Schiele que peu de gens, en fin de compte, connaissent. Et je trouve que le dessin était vraiment déjà, même si toi, tu le trouves pas abouti, moi, je trouve que déjà, il était extrêmement prometteur. Ah, je te remercie. Alors, on passe à 2013, l'année d'après. Rimbaud, l'indésirable. Alors, peut-être que certaines personnes ont une autre couverture, puisque c'est un album qui a été réédité avec les mêmes couleurs que L'Enfant et la rivière, d'ailleurs. Ouais. Donc, Rimbaud, l'indésirable, en 2013. Tu as 1 minute. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ça, c'est un album que j'ai fait trop vite, justement. Je m'attendais à ce que le premier album sur Egon Schiele passe inaperçu. Et en fait, ça a eu un beau succès critique. Et du coup, les éditeurs m'ont poussé à aller vite pour faire celui d'après. Et j'ai fait l'erreur de le sortir sans avoir le temps vraiment de le maturer, de le relire. Et si j'ai voulu le rechanger il y a quelques années, c'est parce qu'au moment de la sortie de Rimbaud l'Indésirable en 2013, je rencontre Françoise Colton qui me dit, écoute, ton premier album est génial, ton deuxième, ça va pas du tout. Et il m'a listé tout ce qui n'allait pas dans Rimbaud. Et je me suis toujours dit que si l'album était réédité, il fallait que j'ai un petit Françoise Colton sur l'épaule et que je suive ses conseils. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout changé jusqu'à la couverture.
Et ce qui est drôle, c'est que c'était il y a 10 ans et je l'avais pas recroisé depuis. Il y a quelques mois, j'ai pu lui raconter cette histoire et je pense que c'est quand même assez fort de la part de Françoise Skelton de donner des conseils parfois sévères comme ça, mais avec tellement de bienveillance que je les ai vraiment hyper bien intégrés et bien pris et je suis content d'avoir pu les appliquer. Tu étais à bonne école avec Françoise Skeuten, en plus. Oui, c'est sûr, je pense qu'on peut lui faire confiance. Ouais. Alors, l'album suivant, on est en 2015, À la dérive, et là, on est dans les inondations de 1910, apparue la crue Centenale. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur À la dérive? Alors là, j'ai pas d'anecdote people, mais À la dérive, c'est un livre un peu charnière pour moi, justement parce que j'ai commencé à me lâcher en termes de dessin et à rejoindre un peu plus la peinture. C'est vrai que depuis les débuts, j'ai l'impression que je suis un peintre frustré et d'un autre côté, j'ai besoin de raconter des histoires, donc j'essaye de faire des BD qui soient vivantes et où le dessin sorte des cases. Mais sur mes premiers livres, je sentais mon dessin enfermé, j'arrivais pas à trop à exprimer. Et avec À la dérive, j'ai réussi un peu à écarter les cases et à faire respirer le dessin. Et c'est une liberté à laquelle j'ai pris énormément de goût, énormément de plaisir. J'ai commencé aussi à avoir plus de pagination aussi avec À la dérive. Et ça, c'est une gourmandise qu'il fallait pas me donner parce que du coup, pour les éditeurs, c'est un vrai sacerdoce. Moi, je sais pas m'arrêter. Je pourrais faire des bouquins de 300, 400 pages, mais Et tu ça, y as c'est pris c'est goût. autre chose. Bah oui, bien sûr. Après, le problème, c'est que ça se reflète sur le portefeuille, ça fait des livres qui sont assez chers. Et c'est vrai que bon, le plaisir a des limites. Et puis, je pense que là, les auteurs se sont un peu trop lâchés. C'est bien aussi, par moment, de faire des livres un peu plus resserrés. Alors, 2017, cette fois-ci, premier album, tu ne travailles pas seul puisque tu es avec Olivier Cotte, donc au scénario, et toi, donc tu es chargé du dessin de cet album qui s'appelle Le lendemain du monde. Bah oui, bah, c'est vrai que comme j'aime écrire mes histoires, je savais pas si j'allais pouvoir réussir à collaborer avec quelqu'un d'autre. Et Olivier Cotte, c'est quelqu'un dont j'appréciais beaucoup les scénarios. Et j'avais envie que ce soit une collaboration vivante. J'avais envie de m'attaquer à la science-fiction, mais Ouais. c'est un domaine que je n'osais pas appréhender seul. Et du coup, je lui avais envoyé plein de dessins. Et à partir de ces dessins-là, il a composé une histoire sur mesure. Et ça, c'est une façon de faire que je Ah, trouve assez sympa. Parce que souvent, dans les collaborations dessinateurs et oui. scénaristes en BD, on reçoit un scénario tout fait et ça peut arriver que le scénariste écrive sans savoir à qui c'est destiné. Et moi, je me retrouve pas là-dedans. J'ai vraiment besoin qu'il y ait un dialogue. Donc, c'était l'idée avec ce livre. Donc Olivier Cotte, c'était quelqu'un que tu connaissais déjà alors, si tu lui as Je envoyé tes l'avais dessins. rencontré en Oui. festival, ouais. On Ouais. était chez Casserne tous les deux. Hein. D'accord. Alors, le suivant, qui est un album, moi, que j'aime beaucoup, L'enfant et la rivière, qui est plein de poésie et qui est donc l'adaptation du roman éponyme de Bosco. Et donc là, Henri Bosco, donc un roman qui date de 1945. Et là, c'est magnifique. On suit Pascalet, cet enfant qui a la chance d'évoluer dans ce magnifique univers. Et en plus, toi, tu l'as rendu encore plus magnifique, je trouve, cet univers. Merci, je vais rougir ce soir. Non. C'est un livre qui est intéressant pour moi parce que c'est la première fois où je suis une envie d'éditeur. C'est vrai que d'habitude, je suis assez têtu et comme faire un livre, c'est un processus assez long. J'ai toujours peur de m'ennuyer si le sujet vient pas de moi. J'ai vraiment besoin d'être sûr, d'avoir une conviction forte avec le sujet. Et là, c'est les éditions Sarbacane qui ont pensé à moi en relisant L'Enfant et la rivière. Et je dois dire que moi, c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, mais je l'avais un peu injustement oublié. Du Mm. coup, quand il m'en a reparlé il y a quelques années, que j'ai relu, bah, effectivement, je l'envisageais pas autrement qu'en bande dessinée, et ça me donnait envie de prendre les pinceaux, d'exprimer de la couleur, et même de raconter cette histoire, qui correspond aussi, je pense, à ma narration. On est plus dans un récit initiatique où le personnage est un véhicule pour l'histoire. Le personnage est un peu une feuille vierge et c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui rend l'histoire intéressante. Et je pense que c'est un peu ce qui se retrouve aussi si on veut trouver un fil rouge sur tous mes livres. J'ai l'impression que L'Enfant et la rivière, ça synthétise pas mal de choses que j'aime bien, que ce soit ça ou même l'aspect poétique. Mm. J'ai un dessin qui est un peu étrange entre le flou et le réalisme, et on ne sait jamais si on est en train de rêver ou si on est en train de vivre la vraie vie. Et c'est un peu tout le cœur, je trouve, de L'Enfant et la rivière.
Donc j'ai joué à fond sur cette dimension onirique Et qui c'est est vrai présente dans le roman, et j'ai voulu la développer. et c'est vrai que ces passages, à proximité de la rivière, enfin, avec tous ces effets d'ombre et de lumière que tu rends, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est une belle réussite et c'est donc ton entrée chez Sarbacane puisque j'ai oublié de le préciser, les 4 albums précédents étaient donc des albums publiés chez Casterman. Donc là, avec celui-là, donc tu vas faire ton entrée chez Sarbacane. Mais en 2019, de retour de nouveau chez Casterman pour A comme Eiffel. Donc ce n'est pas une erreur, pas un E comme Eiffel, c'est A comme Eiffel, puisqu'il s'agit d'Alice. Qui est cette Alice alors? Oui, alors c'est un livre que j'avais fait avec Martin Tristram, Oui, voilà, qui est un un autre. ami, auteur de bande dessinée qui travaille dans l'animation. Et ça faisait des années qu'il me montrait des croquis parce qu'il écrit et dessine. Et donc pour me donner envie de dessiner son histoire, il dessinait lui-même. Mais moi, j'avais envie de lire son histoire. J'avais envie qu'il la réalise, mais il voulait pas. Il voulait absolument que ce soit moi qui le fasse. Donc il me donnait tellement envie de lire son histoire que j'étais obligé de la dessiner finalement. Et j'ai voulu ne pas participer à l'écriture de ce livre, justement pour essayer d'avoir un plaisir un peu neuf et essayer une collaboration un peu différente. Donc c'était un travail intéressant avec lui, surtout que comme il est dessinateur, il avait beaucoup d'idées en termes de mise en scène. Et je pense que c'est un livre qui m'a pas mal fait progresser par rapport à ça, notamment dans la façon dont l'œil circule dans la page, et aussi le travail sur les ombres. Enfin, c'est un excellent dessinateur et peut-être qu'on sera amené à retravailler ensemble. En tout cas, c'était un plaisir. Bon, bah, il sera content de le savoir. Alors voilà, donc là, on arrive, je trouve, bah, donc à un tournant de ta carrière, hein. Ça, on va pas c'est pas négligeable. 1984, l'adaptation donc de George Orwell. Cette année-là, vous êtes 5 en 3 mois à sortir, un album sur 1984 qui entre dans le domaine public. Et honnêtement, tu fais un carton, toi, avec, donc ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir, la version, pop-up en plus, puisqu'après donc c'était la première édition et l'édition suivante était sans pop-up. Et là, on a l'impression que ça y est, tout le monde, enfin tout le monde, une bonne partie de lecteurs découvre Xavier Coste avec 1984. Qu'est-ce que ça change pour toi cet album? Bah, ça Mmh. change tout et j'avais même pas réalisé à quel point j'étais passé sous les radars avant en fait, parce qu'il y a beaucoup de libraires qui m'ont découvert avec 1984, Mmh. sachant quand même que j'avais fait de la BD pendant presque 10 ans. Donc effectivement, on peut dire qu'il y avait un petit déficit de notoriété. C'est un peu embêtant si les gens qui sont amenés à vous vendre ne vous connaissent pas. Donc c'est sûr que du coup, ça change beaucoup de choses. Et, et le fait d'avoir une mise en lumière sur mon travail, bah, c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions parce que du coup, subitement, je me suis mis à avoir plein de propositions d'éditeurs, souvent soit des propositions grassement payées, soit des propositions hyper commerciales, mais je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai à cœur de profiter du fait d'avoir une liberté pour faire finalement des projets qui seraient plus niches ou plus compliqués à vendre, des projets que j'aurais pas pu signer en temps normal. Et finalement, du coup, c'est ce que j'ai choisi de faire après 1984. J'ai voulu un peu casser mon jouet et j'ai fait une BD sur le monde du cirque. Tu sais, ce monde que tu Eh, adores, hein, le monde circassien. tu te souviens, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Je t'ai dit: «Non, c'est pas possible. Le monde du cirque, c'est un monde que j'ai vraiment beaucoup de mal à appréhender, mais comme c'est Xavier, je vais lire son album» et je me souviens t'avoir envoyé un message en te disant: «Ouais, bah, non, c'est pas que tu m'aies réconcilié avec le monde du cirque, mais le monde, enfin l'univers de donc cet homme à la tête de lion, c'est incroyable» et là, il y avait tout un travail avec les trames qui était magnifique et tu nous transportes, donc aux États-Unis et vraiment dans le monde des frics et là, pareil, on sent que tu t'es fait plaisir dans cet album. Oui, 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 et puis j'avais besoin aussi de m'exprimer pleinement en tant que scénariste. Sur mes précédents livres, j'étais plus dans des adaptations, dans des Oui, biographies pures. Et ici, le personnage, même s'il est basé sur un personnage réel, l'histoire est fictive oui. à 90%. Et c'est vrai qu'après 1984, j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur aussi, où justement j'ai eu l'impression de profiter du succès du roman d'Orwell. Donc c'était important aussi que je puisse montrer un peu ce que j'avais dans le ventre et moi Oui. aussi
si les lecteurs allaient suivre. Donc il y avait cette volonté de se mettre en danger, mais ce qui est amusant, c'est que autour de moi, enfin, que ce soit les journalistes ou les éditeurs, quand je leur parlais du fait que j'étais en train de bosser sur L'Homme à la tête de lion, et c'était plus à se dire, mais c'est pas possible, quoi. Parce que pour eux, il fallait continuer sur cette lancée, continuer à adapter des romans connus, travailler avec des gens connus. Enfin, fallait faire un travail qui soit guidé par un intérêt. Et moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Enfin, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un moteur créatif puissant. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que j'ai un investissement émotionnel dans mes livres qui est supérieur à celui que j'avais avant. Justement parce que j'ai une liberté totale en termes de format, de sujet. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais du coup, j'en profite un maximum et c'est hyper agréable. Et je pense que vis-à-vis des lecteurs, je suis hyper heureux d'avoir aussi des lecteurs qui me suivent, quel que soit le sujet. Comme tu le disais, tu détestes le cirque, mais finalement, tu m'as fait confiance. Et ça, c'est Oui. quelque chose que j'entends beaucoup en dédicace. Et j'y pense toujours quand on me fait des propositions. Des fois, quand il y a des diablotins qui viennent me proposer des sommes astronomiques et des sujets qui m'intéressent pas du tout. Et moi, je pense à filles fans de BD, je pense à tous ces gens-là. Je, je me dis que je peux pas leur les décevoir. Donc, je continue à vivre dans une cave. Mais je suis heureux. Non, mais c'est vrai que cet album, voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime bien découvrir d'autres univers et que c'est bien de sortir de ce qu'on a fait précédemment parce que même si on prend un risque, bah, ce risque parfois il est payant et le lecteur s'y retrouve. Mais c'est vraiment ce que déconseillent de faire les éditeurs. Parce que du coup, ça donne un côté un peu illisible vu d'extérieur. Mmh. C'est vrai qu'on aime bien étiqueter un auteur de tel genre ou tel style de récit. Et moi, je navigue un peu entre les sujets et j'ai tendance aussi à vouloir un peu renouveler mon dessin au fur et à mesure des albums et à changer de couleur. Donc, quand j'ai Oui. l'impression d'avoir un système qui marche en termes de couleurs, je m'interdis de réutiliser ça sur les albums suivants. Justement pour essayer aussi de me surprendre moi-même. Et mine de rien, ça fait presque 15 ans du coup que je fais de la bande dessinée. Et j'en reviens pas d'avoir toujours autant de plaisir. J'ai très peur du moment où, j'espère qu'il n'arrivera jamais, où ça va devenir une routine, où en dessinant, j'aurai l'impression juste de faire un travail et pas de m'amuser. Il faut que ce plaisir de la découverte, il soit toujours intact. Alors en 2024, bah, Et tu ça as fait plus osé. de 10 minutes là. Oui, mais bon, après, quand c'est passionnant, c'est pas grave, peu importe. 2024, il fallait oser. Tu as osé inventer une suite donc à 1984 avec Journal de 1985. Donc là, on retrouve à peu près le même univers graphique, le même univers au niveau des couleurs. Mais alors là, voilà, tu nous entraînes dans autre chose. Tu inventes la suite. Alors là, on est dans un stress maximal. Mm. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fini 1984, je voulais que ce soit une adaptation très fidèle. Je me suis mis, malgré moi, à avoir plein d'idées d'écriture et j'ai mis un fil rouge de ce qui allait devenir Journal de 85 en tête, mais je m'interdisais vraiment de l'utiliser. Je notais toutes ces idées-là, mais j'avais vraiment peur que les lecteurs trouvent ça ridicule et je n'osais même pas en parler à mon éditeur. Et puis un soir, je pense qu'avec un verre de trop, il m'a dit, au fait, tu sais, ça va peut-être te paraître étrange, mais si jamais, éventuellement, 84, tu vois une façon prolongée, et là, pendant 1 heure, Ah, il a dessoulé totalement. Enfin, il n'était pas saoul, évidemment, c'est une métaphore. Mais pendant 1 heure, je lui ai tout raconté, toute l'histoire, et il m'a dit banco. Et ensuite, j'ai fait un premier storyboard. Là, il m'a dit ça va pas du tout. Et on a réécrit énormément. Et ce qui était agréable, c'est que pour la première fois, j'ai gardé je prolongeais un style que j'avais déjà fait, même si j'ai changé les couleurs. Donc, j'ai pu vraiment me concentrer sur l'histoire et sur l'écriture. Et on savait qu'il y avait un enjeu assez important là-dessus. Donc, et encore aujourd'hui, je suis hyper heureux des critiques, parce que c'est vraiment un livre que j'ai fait pour moi. Et j'avais une crainte, et c'est la raison pour laquelle au début je m'interdisais de le faire, c'est que les gens effectivement aient cette impression que c'est un livre à vocation purement commerciale. Et c'est vrai qu'on l'a fait dans notre coin avec l'éditeur, et on a beaucoup appréhendé le moment de lâcher le livre et oui. de même lâcher l'information. D'ailleurs, l'information a été assez mal perçue au départ. Quand on a juste communiqué sur la couverture,
justement, je me suis mis à recevoir des commentaires incendiaires pour la première fois de ma vie, des insultes sur mon boulot, même sur le physique, etc. Juste parce que j'avais l'outrecuidance de prolonger 1984. Et ce qui me rassure, c'est que ces commentaires-là, je les ai pas eus depuis que le livre est sorti. Oui, parce que les gens ont pu voir ce qu'il y avait réellement à l'intérieur et le travail que tu avais fait pour rendre crédible cette suite. Mais je suis d'accord, c'est gonflé. Moi-même, j'ai toujours du mal Mm. avec cette idée de dire, bah écoutez, oui, il y a la Bible, moi j'ai fait la suite. Enfin, voilà, c'est normal. Où est le problème? Mm. C'est sûr que c'est un livre un peu à part, on va dire, et jamais j'aurais imaginé le faire, mais je pense qu'il vient du fait que 1984, c'est un roman qui m'a habité pendant 15 ans. Donc, j'ai tellement vécu avec, j'ai senti le besoin de mettre mes mots et de mettre aussi un peu mon univers dessus. Ce qui était important pour moi dans ce livre, c'est qu'on assiste à des nouveaux enjeux, des nouveaux personnages, et qu'on soit pas dans le prolongement de ce qui existait déjà. Et puis, enfin, l'idée, c'est vraiment pas que ça devienne une saga. Mm. Et voilà. Enfin, pour moi, la page est refermée. Et cela dit, j'avais quand même des idées pour montrer comment Big Brother, par exemple, serait arrivé au pouvoir, faire en 1983. Mais je me dis, c'est déjà miraculeux d'avoir réussi à faire en 1985. Il faut pas tenter le diable deux fois. Ouais. Donc pour l'instant, je me l'interdis totalement. Non. Et alors là, bon, là, il se passe quelque chose. 2025, île déserte. Alors là, de nouveau, tu n'es plus seul. Alors là, c'est chez Dargaud et tu es avec Antoine Decaune. Donc là, ça passe à un autre niveau. C'est-à-dire que là, c'est plus seulement le monde de la bande dessinée qui te connaît donc et qui te reconnaît, mais là, c'est bah, tous les gens qui connaissent Antoine Decaune, qui d'un seul coup Oui, c'est un problème. bah, qui découvrent Xavier Cotte. Bah, alors, je vois qu'il y a Yomisha qui est une habituée qui est là. Bon, donc, bonsoir Yomisha, bienvenue dans ce live avec Xavier Coste. On est en train donc de retracer les précédents albums, enfin la carrière rapidement de Xavier avant de passer à sculpter l'éternité. Donc, et Sophie, Soka marque notre magnifique couverture. C'est vrai que c'est un. Alors, c'est une belle histoire, mais alors, ce n'est pas ton histoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet album? Ouais, justement, tout à l'heure, je t'ai dit que les éditeurs m'inondaient de projets avec des gens très connus. Mm. Et du coup, quand Dargo m'a appelé pour me dire c'est un projet avec Antoine Decaune, au début, j'étais hyper Mm. suspicieux. Et finalement, ce qui m'a plu, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère, qui est très curieux. Et aussi, enfin, le courant est très bien passé entre nous, mais à l'époque, je pouvais pas vraiment le savoir. Mais, mais c'était un projet du cœur, et ça, c'est important. Et ça m'a mis dans une position un peu étrange parce que ça raconte l'histoire de son père qui est parti sur une île déserte quand Antoine Decaune avait 7 ou 8 ans, et Antoine s'était jamais replongé dans cette histoire. Donc, pour moi, c'était complètement improbable de me retrouver avec lui en train de fouiller des cartons de famille, de retrouver des vieilles lettres de son père et de le voir en train de redécouvrir cette histoire-là. Donc c'est un livre vraiment particulier dans sa manière dans la façon dont on l'a conçu. On l'a conçu beaucoup justement en tâtonnant tout ce qu'on trouvait chez lui et au fur et à mesure des discussions. On a beaucoup échangé avec Antoine et je me suis mis à dessiner tout de suite parce que j'ai senti une émotion chez lui. Enfin, j'ai vu plusieurs fois bouleversé et moi, forcément, ça m'a touché. Donc, comme je suis une éponge, j'ai ressenti le besoin de dessiner très vite et aussitôt de mettre toutes ces émotions-là sur le papier. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui me disent ah là, ce livre-là, tu l'as dessiné trop vite quand même. Page 30, t'exagères, t'aurais pu passer plus de temps. Mais ce qui m'importait, c'était pas le dessin en tant que tel, c'était vraiment les couleurs Oui. et retranscrire l'émotion. Et bah, ça a été vraiment une expérience formidable. Et puis c'est vrai que bah, ça m'a amené aussi des lecteurs complètement insensés. Je sais par exemple que Bruce Springsteen a le livre chez lui dédicacé. Ça n'a aucun sens. On m'aurait dit Mm. ça il y a quelques années, j'aurais cru une farce. Enfin, Ouais. c'est génial. J'ai pu aussi en discuter avec le dessinateur de Gorillaz, le Jamie Howlett, qui est quelqu'un que je recopiais beaucoup quand j'étais adolescent. Donc, enfin, c'est vrai que c'est assez formidable de pouvoir rencontrer des gens dans le monde artistique comme ça qui sont
un peu dans d'autres sphères, même si je l'ai pas fait pour ces raisons-là. Bah, pour moi, c'est un livre un peu miraculeux parce qu'effectivement, les livres qui ont autant de médias, c'est des livres un peu suspects en général. Et d'ailleurs, au départ, c'est vrai que les libraires se sont un peu méfiés en se disant, bah, ça va encore être un BD de star, ça va pas être un truc très intéressant. Donc, Il faut, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre livre. il faut reconnaître que ça a été un peu la folie médiatique, hein. On s'en rendait bien, enfin, on s'en rendait bien compte quand en festival, enfin, dès que vous étiez avec des rencontres, des animations, il y avait un monde incroyable, les dédicaces, on s'est bien rendu compte qu'il se passait quelque chose avec cet album au niveau du public. Donc oui, oui, donc là, on sent bien qu'il y a eu une petite folie, ouais, vraiment médiatique. Il y avait du monde en festival quand vous étiez. Ah oui, on s'est vu à Oh, Bruxelles. oui, on s'était vu à Bruxelles. Dans la librairie, il y avait du monde, il y avait plus assez de place assise, alors que à chaque fois, toutes les autres rencontres, il y avait 10 personnes. Enfin, et là, on sentait vraiment qu'au niveau du public, voilà, il y avait une certaine attente de la part des gens. Ouais. Heureusement, là, je viens de faire un livre qui n'intéressera personne, donc on va pouvoir en discuter après. Oh. Eh bien, justement, le voilà. Donc, Et je suis fort en transition. on passe, et je vais mettre plutôt la couverture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, me dites pas que j'ai un problème avec les photos. Ça, c'est le gros problème. Bon, alors, oui, eh bien, j'ai un petit problème avec. Alors, attends, je vais essayer de remettre. Alors, normalement, je devrais avoir la couverture sous la main. Voilà, hop. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Tu veux parler Alors, de cette couverture? oui, mais là, je voulais mettre la couverture et je ne sais pas ce qui se passe avec mon logiciel. J'ai sélectionné 13 images et là, n'apparaît que. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours comme ça, il y a toujours. Là, tu vois, au niveau du son, c'est parfait. Ah, voilà, là, voilà. J'avais peur d'un seul coup de l'avoir perdu. Donc voilà, Sculpter l'éternité, Rodin face à Michel-Ange aux éditions Rue de Sèvres, avec les éditions du Musée du Louvre. C'est un album qui va sortir donc le 15 avril, donc, dans 2 semaines. Et donc là, donc après avoir abordé les domaines de la peinture, de la littérature, de l'architecture, donc des albums, des thématiques précédemment abordées, là, tu vas aborder donc la sculpture. Et alors, d'où t'est venue cette idée de travailler à la fois sur Auguste Rodin et Michel-Ange? Eh bien, j'ai eu la chance justement d'être approché par les éditions du Louvre il y a 1 an et demi. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont tombés par hasard sur ma BD sur Egolschild, qui était ma toute première BD. Ils l'ont découvert dans un musée qui présente des œuvres de l'artiste en Autriche. Et ils n'avaient pas vu mes autres albums. Donc ils pensaient que je faisais que des biographies de peintres et d'artistes. Et c'est vrai que je m'étais dit que les biographies, c'était un peu derrière moi. J'avais l'impression d'avoir fait le tour du sujet, et surtout de la manière d'appréhender les choses. Et, euh, et ils m'ont proposé une carte blanche. Je pouvais faire le sujet que je voulais, ça pouvait être une BD documentaire, ça pouvait être vraiment tout ce que je voulais. Mais du coup, sans contrainte, c'est un peu compliqué de réfléchir. Donc, à Ah tout oui. hasard, je leur ai demandé le calendrier des expos à venir dans les 10 ans à venir. Et évidemment, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était une exposition qui a lieu donc dans 15 jours autour de Rodin et Michel-Ange. Donc, il me laissait un peu moins d'1 an pour faire un livre, scénario, dessin, couleur. Mais le sujet me plaisait tellement que j'avais envie de prendre ce petit risque personnel et voilà, de passer des nuits blanches avec Rodin. Et j'ai découvert énormément de choses. Donc ça faisait longtemps que je tournais autour de Rodin. Je savais pas comment l'aborder. Et en fait, le fait d'avoir cette contrainte de devoir quand même inclure Michel-Ange, et sachant qu'il n'était pas sur Terre au même moment, a fait que du coup, ça m'a poussé à tirer la biographie vers quelque chose de fantastique et de dessiner Rodin en train de discuter avec des statues ou de discuter carrément avec le spectre de Michel-Ange. Et finalement,
Du coup, pour l'avoir relu dans sa version imprimée, je pense que c'est un livre plus personnel que je ne le pensais quand je l'ai conçu. Bien sûr, une biographie, ça sert à parler de quelqu'un, mais forcément, on met aussi des choses dans lesquelles on se reconnaît, où on se raccroche. Donc, c'est plus un livre pour moi sur le doute et sur l'élan artistique que même sur un livre sur Rodin en tant que tel. Disons que j'ai pas envie que le sujet éloigne les gens de la même manière que le cirque aurait pu t'éloigner. Je pense que, et j'espère que le livre peut être intéressant si on n'est pas passionné de sculpture ou si on n'a pas envie de tout savoir sur Rodin et Michel-Ange, qui peut arriver à des gens très bien. Et j'en connais. Alors moi, pour avoir eu la chance de le lire donc 2 fois, hem, l'avantage, c'est que tu n'as pas fait une simple biographie. Alors c'est très bien les biographies, hein, j'ai absolument rien contre, mais là, tu as essayé donc justement en mettant du fantastique dedans, tu as apporté un dynamisme à quelque chose qui aurait pu être, très linéaire, très chronologique et Ouais, ça a été d'ailleurs, compliqué. J'ai voilà, l'impression que je t'ai reperdu. moi je t'entends, par contre ton image est figée. Tu figée, mais j'entends ta voix là. Il doit y avoir un problème de connexion, non? Alors j'en profite pour vous afficher la deuxième. Ah, ça y est, c'est Ah, c'est bon, revenu. ouais, ça marche. C'est bon. J'en ai profité pour afficher donc une des premières planches de l'album. Et je disais oui, je reviens sur ce que je te disais. Tu as fait le choix donc de faire se rencontrer ces deux personnages qui vivent pas du tout. Oui, puisque Michel-Ange c'est 1500, c'est dans les années 1500. Rodin c'est dans les années 1800. Donc là, on est dans une histoire, qui commence d'ailleurs avec un autre personnage, un très grand poète et romancier, puisque là donc c'est Rodin qui se rend chez Victor Hugo. voilà. Oui, justement, j'avais envie que ce livre soit à la fois un livre sur le doute et en même temps soit une sorte de recueil d'anecdotes complètement insolites sur Mmh. Rodin et Michel-Ange, qui sont des anecdotes totalement vraies. Et moi, de, ce de ce que je connaissais de Rodin, j'imaginais pas qu'il avait eu autant de difficultés en fait. Jusqu'à ses 40 ans, il était dans une pauvreté extrême et il était très peu considéré, et assez mal d'ailleurs. Et donc un ami à lui avait conseillé d'aller voir Victor Hugo en lui disant, bah, écoute, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Essaye de t'approcher de quelqu'un de connu, de faire son buste, Voilà. et ça va t'ouvrir les portes. Donc, il contacte Victor Hugo, et Victor Hugo le reçoit, mais considère que le projet de Rodin est voué à l'échec et n'a pas envie de perdre son temps. Donc Rodin a pu sculpter Victor Hugo, mais Victor Hugo ne voulait jamais poser. Il raconte même dans certaines scènes qu'il a essayé de jeter des trucs par terre pour faire en sorte que Victor Hugo se retourne pour pouvoir avoir son nez ou des choses comme ça. À tel point, il avait mis un point d'honneur à ne jamais poser pour Rodin. C'est-à-dire à quel point il était déconsidéré. Et je trouvais l'anecdote assez incroyable. Et c'est vrai que j'ai voulu commencer le livre par ça. Et j'ai eu du mal à essayer de donner ce dynamisme dont tu parlais. Je suis content si ça se ressent à la lecture parce qu'effectivement, c'est pas forcément un livre à suspense. A priori, on sait comment ça se termine, on sait que finalement il fait une belle carrière, etc. Mais c'est plus la façon dont j'ai dosé les anecdotes qui va faire un rythme. Et c'est un livre aussi que j'ai dessiné avec une énorme frénésie de dessin. Et pareil, j'attends de voir quels seront les retours des dessinateurs. Ils vont me dire que je suis allé trop vite sur certaines pages, mais en fait, j'ai vraiment ce besoin de figer l'émotion sur l'instant. Et je me suis rendu compte en terminant le livre que finalement, c'était aussi ce qui animait Rodin et Michel-Ange. Je suis pas en train de dire que je Voilà. fais partie du triptyque avec eux, mais c'est vrai qu'ils avaient cette technique du non finito qui consistait Voilà, c'est ça. à ne jamais vraiment terminer une œuvre en partant du principe qu'il fallait que le geste reste ébauché pour qu'il y ait une vérité profonde. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi en dessin. Donc, par plein d'aspects, je me suis reconnu là-dedans. Après, il y a des aspects mégalos de Rodin qui font pas partie de mes préoccupations, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais ce que je trouvais assez touchant, effectivement, c'est que
pour lui, Michel-Ange était un monstre indépassable et aujourd'hui, ils se retrouvent exposés tous les deux au Louvre. C'est quelque chose que Rodin n'aurait jamais pu imaginer un seul instant, même dans ses rêves les plus fous. Donc, donc je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle 40 années de doute et de tourments qui le dévorent avec finalement la stature qu'il a aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de faire ce décalage-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne voulais pas que ce soit une biographie lisse, pas parce que c'est pas bien, mais parce qu'en fait, il y a eu tellement de biographies en BD que aujourd'hui, un sujet ne va plus porter le lecteur ou même animer un auteur comme avant. Finalement, il y a eu tellement de biographies de peintres, de sculpteurs, etc., que c'est compliqué de renouveler l'approche. Et ça a été un défi pour moi à ce niveau-là. Même si je devais refaire, par exemple, des biographies comme j'avais fait sur Rimbaud ou sur Schiele, je ne les ferais pas comme je les avais faites il y a 15 ans. Je pense que il y a eu une telle profusion de BD qu'on est obligé vraiment de proposer quelque chose de neuf, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. On laissera les lecteurs trancher. Voilà. Alors c'est ce que je t'ai expliqué. J'ai fait un choix, c'était celui de ne montrer là que des visuels de la première partie du livre, les 100 premières pages, puisque cet album fait 208 pages, parce que il y a À partir une... de 100 pages que le dessinateur s'est relâché, puis on Non, a le niveau qui non. laisse. C'est parce qu'il y a un changement de couleur et que moi j'ai eu cette surprise et je veux ménager cette surprise chez les autres lecteurs. J'ai pas envie ce soir qu'on dévoile tout. Le but du jeu, c'est de parler de ton album, mais pas de laisser quand même la surprise. Donc là, dans cette première partie de l'album, c'est vraiment la partie où Rodin se cherche. Et c'est vrai que on imagine Rodin. D'ailleurs, visuellement, on a l'image de Rodin à la fin de sa vie avec un homme âgé, avec sa grande barbe. Et là, on découvre un Rodin donc qui est déjà barbu, mais donc qui est plus jeune puisque là, voilà, il a 35 ans à peu près quand il rencontre Victor Hugo, qui lui, d'ailleurs, on a 80. Enfin, c'est déjà quelqu'un. Enfin, c'est déjà c'est Victor Hugo, c'est un des plus grands poètes et romanciers français, même à son époque, puisque c'est un de ceux qui aura drainé le plus de monde à son enterrement. Et donc là, on découvre alors une page suivante, voilà, on les voit tous les deux. Alors visuellement, oui, Victor Hugo, là, il est vraiment hyper reconnaissable. Donc ça aussi, c'est une réussite aussi dans ton album, c'est que les personnages, c'est pas toujours évident de dessiner des personnages qui ont existé. Et c'est vrai que là, l'attitude de Victor Hugo, ben, c'est Victor Hugo. Enfin, je veux dire, là, il y a absolument aucune hésitation. Est-ce que c'était pour toi une certaine appréhension justement de dessiner bah, des personnages qui ont existé? Parce que bah, tous les personnages, que ce soit la compagne de Rodin, il y a Camille Claudel, il y a tout un tas de personnages connus. Est-ce que c'est un challenge pour toi de dessiner des personnes qui ont existé? Oui, 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 mais en fait, quasiment que pour Rodin, justement parce que il était jeune, il correspond pas du tout à l'image qu'on a de lui. Mmh. Et il n'a pas encore sa stature et il est même assez freluqué, donc c'était compliqué de le rendre identifiable. Et j'avais envie que dans l'album, il y ait une espèce de progression de son physique. Mais j'ai inséré quelques pages dans le livre justement où j'explique qu'il faut lui retirer ses attributs qu'on lui Voilà. connaît pour l'imaginer jeune notamment. Et puis aussi, après son séjour en Italie, qui va vraiment être formateur pour lui, où il va se rendre devant des œuvres de Michel-Ange, là, tout d'un coup, je vais le dessiner plus ventripotent, et puis avec sa grosse barbe, mais plus identifiable. Mais du coup, il a fallu que je notifie ça dans le récit. Ça a été compliqué parce qu'effectivement, en voyant les pages sur les premières versions, on n'avait pas l'impression de suivre Rodin. Sur Victor Hugo, ce qui était plus simple, c'est que du coup, comme il est à l'apogée de sa carrière et sa vie, on le Ouais. connaît vraiment comme ça Mmh. et on le reconnaît tout de suite. Ah Parce oui. que du coup, j'ai regardé des photos et des peintures de Victor Hugo, mais plus jeune, en fait, on ne le reconnaît pas du tout et il ne correspond pas à ce qu'on connaissait de lui. Il avait une coiffure à la Frédéric Becbédé, il n'avait pas de Oui. barbe, mais ça ne nous aurait pas parlé du tout. Ouais. Mmh. Et pour Michel-Ange, je voulais que ce soit un peu fantastique. Forcément, on se base sur des gravures ou sur quelques sculptures qui ont été faites de lui, donc j'avais un peu plus
de liberté, c'est plus par rapport aux vêtements. J'ai essayé de faire quelque chose qui synthétise un peu plus la période dans laquelle il vivait et finalement, c'était plus des questions graphiques sur Michel-Ange, sur comment l'insérer et qu'on comprenne tout de suite, que c'est quelqu'un qui vient d'une autre époque et qu'on l'identifie tout de suite dans le récit. Mmh. Parce que comme c'est sur 200 pages, je voulais pas non plus que ce soit toujours, Michel-Ange, qui vienne en tant que fantôme pour lui parler, donc je voulais aussi que ce soit des sculptures et et l'idée, c'était vraiment d'essayer de rendre ça intelligible et j'espère que ça l'est pour le lecteur parce que c'est vrai que ce qui est compliqué avec ce genre de récit un peu fantastique, c'est que pour moi, c'est d'une clarté absolue, mais dès qu'on le fait lire autour de soi, c'est pas forcément, la même chose, disons que comme c'est une histoire que j'avais vraiment, vraiment en tête et j'avais vraiment intériorisée, il fallait aussi que je fasse un pas vers le lecteur pour rendre ça, digeste. Oui, mais là, il y a plein de choses parce que justement, tu expliques bien la situation de Rodin jeune qui galère. Et d'ailleurs, on le découvre et on n'imagine pas qu'il soit passé comme ça pendant des dizaines d'années par une situation vraiment très difficile, à devoir travailler dans l'atelier d'un autre où il est obligé de travailler à la commande ou alors, travailler seul chez lui, mais alors il pleut dans son atelier, et il arrive même à, chose terrible, c'est que il se fait alors, tu montres l'exemple là d'une tête qu'il présente au salon des artistes et est-ce que tu peux nous expliquer enfin voilà, il se fait recaler, enfin, on n'imagine pas ça aujourd'hui. Oui, oui, justement, j'ai essayé de faire des allers et retours entre le réel et l'imaginaire et il y avait une obsession pour les artistes à l'époque, c'était d'être présent au salon des Oui. artistes, qui était un peu l'équivalent du festival de la BD d'Angoulême pour un auteur, comme Mmh. d'aujourd'hui et Rodin était systématiquement, recalé. Il avait présenté un buste d'un personnage qui était un balayeur dans un atelier, Oui, un balayeur qui s'appelait, Bibi et que je dessine dans l'album, qui avait un nez cassé et qui était, paraît-il, assez répugnant, mais Rodin, en le voyant, avait l'impression de voir une statue grecque. Donc Rodin l'a sculpté et le froid de son atelier fait que l'arrière du crâne de la statue s'est brisé voilà. quelques jours avant que Rodin apporte la statue. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas l'intervention de Michel-Ange qui était derrière tout ça. Mais effectivement, je pense que ce qui peut être intéressant avec un album comme celui-ci, c'est de se demander si j'ai inventé des choses ou pas. Et finalement, il y a peut-être moins de choses inventées que ce que l'on peut croire. Et Et pour c'est moi, c'est la beauté de la réalité, c'est que les faits réels vont toujours au-delà de ce que la fiction peut envisager. Et d'ailleurs, c'est très amusant quand on voit, enfin, ce personnage, enfin, ce fantôme, il vient donc, mettre sa patte, à la sculpture en disant: «Non, non» et là, c'est là où on arrive au non finito, là, au no finito et où il faut pas que ce soit enfin, Michel-Ange estimait qu'il fallait pas que ce soit parfait parce qu'il voulait que la sculpture vive. Voilà, qu'elle ait pas ce côté, hyper, trop classique à la limite. Vous fermez, ouais. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais à titre personnel, j'ai mis plusieurs années et plusieurs albums avant d'oser, montrer mes dessins, comme Voilà. ça avec une ligne pas du tout terminée. C'est vrai que quand je vois une couverture comme celle-ci, il y a quelques années, l'éditeur m'aurait demandé si c'était juste un fichier, si c'était juste une ébauche et pas le fichier définitif parce que les traits sont pas fermés et mais ça demande beaucoup de courage pour un auteur de se lâcher, de montrer, des choses qui sont pas censées être terminées, ouais. Et ça d'ailleurs, tu l'expliques à la fin de ton album. Je C'est tu vrai, tu 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 comme ouais, s enfin pas tu m'as bien vu, ouais. oui, 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 bah, c comme si tu avais encore besoin, alors que tu aurais plus besoin de justifier, d'avoir osé faire ça. C'est-à-dire, de rendre, enfin, de garder ton premier jet aussi. Parce que tu sens qu'il y a toute ton énergie parfois dans ce premier jet et que si tu y retournes et ben tu vas peut-être embellir, mais ça va pas être, le résultat de ce que tu as à l'intérieur de toi et que tu as envie de mettre sur ton papier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces dernières années, Mmh. heu, justement depuis que j'ai cette liberté dans le travail et aussi,
comme je travaille avec différents éditeurs, il y a plusieurs éditeurs qui m'ont fait la remarque aussi, notamment au moment des couvertures. Ils m'ont dit que j'étais vraiment le genre d'auteur qu'il fallait pas me pousser à retravailler ses dessins parce que du coup, on y perdait totalement. Et il y a un truc qui sonne faux quand j'essaye de lisser les choses. Je suis pas fait pour dessiner dans les canons. Je sais pas l'expliquer. Il y a même des fois, je suis incapable. Je peux dessiner par exemple un bras avec beaucoup de détails, et par contre l'autre bras, je ne peux pas arriver à le dessiner. Je sais pas l'expliquer. Donc j'ai besoin d'estomper des zones. Je suis incapable de faire un truc qui se tient avec un trait lisse, un trait droit. Mais j'ai compris comment je fonctionne et du coup, je fais avec pour essayer de servir au mieux le propos des livres aussi. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça qui compte. Il faut que ce soit en adéquation avec le sujet. Ça arrive aussi qu'il y ait des sujets qui m'intéressent et pour lesquels je sens que mon dessin n'est pas fait. Donc, je pense qu'il y a comme ça une alchimie à trouver. Alors tu nous montres bien que Rodin, donc, bah, lui aussi va travailler au Louvre parce que, bah, il a besoin de s'entraîner. Toi aussi, donc tu as dessiné au Louvre aussi. Tu as profité des journées où il y avait pas de public. Qu'est-ce que ça fait d'aller travailler au Louvre? Ouais, bah, c'est juste aller au boulot, hein. Rien Oui, mais enfin, rien de spécial. Non, mais ce qui était formidable pour moi, c'était effectivement de bénéficier de conditions aussi extraordinaires. C'est vrai que le Louvre, ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné justement parce que j'ai une vision d'un musée surpeuplé et j'ai une conscience d'avoir comme ça une chance folle de pouvoir bénéficier d'une quiétude qui est anormale dans ce lieu-là et ça rendait pour moi les choses d'autant plus touchantes que c'est vraiment un lieu qui traverse les siècles et j'essayais d'imaginer Rodin quelques années plus tôt dans mais les mêmes oui. pièces, en train de dessiner les mêmes statues, et ça, c'est quelque chose que je trouve très touchant. Euh, en fait, j'ai vraiment pris conscience du caractère, comment dire, de la longévité des statues. C'est quelque chose à laquelle j'avais pas tellement pensé avant de faire l'album. Et finalement, c'est quand même assez merveilleux de se dire que on peut faire poser quelqu'un dans un atelier, réussir à capter au plus profond l'aspect de cette personne-là, et ça se transmet des siècles plus tard, et ça fait comme quelque chose de figé dans le temps. C'est assez merveilleux et assez effrayant en même temps. Et d'ailleurs, le premier titre de l'album, c'était le cœur du marbre, mais j'avais peur qu'on s'attende justement à avoir une romance ou une relation entre Mmh. Rodin et Camille Claudel, donc j'ai préféré sculpter l'éternité pour parler plus du caractère lié à la postérité qui obsédait quand même pas mal notre ami Rodin. Oui, parce que c'est vrai que enfin les statues en marbre, alors elles peuvent se casser, mais elles peuvent aussi s'user, là. Mais en attendant, c'est par rapport à des peintures, c'est quand même, au niveau de la résistance au temps, il y a pas photo si tu veux. C'est vrai que c'est quelque chose qui laisse plus de traces que des tableaux qui vont, s'abîmer, qui vont se craqueler, qui vont noircir, voilà, il y a un côté beaucoup plus, intangible dans. Surtout, ça a une présence physique, enfin, ça Mmh, s'incarne dans le réel, et mmh, ça, c'est assez extraordinaire. Une statue, il faut que ce soit beau, quel que soit l'angle voilà. Ça, duquel on se place. tu en parles de l'angle aussi pour le dessiner, selon la façon dont on va se mettre, on va pas du tout dessiner, la même chose. Ouais. Voilà. Alors je vais mettre alors est-ce qu'il y a une autre hop, hop, donc là, voilà. Donc ça, voilà. Donc tu as vraiment, essayé donc là, c'est vraiment pour montrer que il peut y avoir au niveau de l'intensité dans ton dessin. Donc il y a aussi plein de pleines pages qui sont vraiment, très, très belles et à qui tu justement rien que par de la luminosité, tu as donné un côté un peu fantastique. Là, on a l'impression que, eh ben, il se passe quelque chose avec les statues. On voit ces espèces de fumée blanche, de halos et vraiment là, enfin le côté fantastique,
il est présent. Tu pas pu travailler de nuit, tu as travaillé que de jour au Ah oui, Louvre? non, non, Oui, non, oui. de manière générale, je prends surtout beaucoup de photos, beaucoup de notes, mais pour dessiner, je sais pas pourquoi, mais sorti de mon atelier, j'arrive quasiment pas à dessiner. J'ai beau avoir un carnet de croquis sur moi, j'ai vraiment besoin d'être dans mon élément pour que le dessin sorte. Donc c'est plus les idées qui vont naître à l'extérieur ou au Louvre, mais le Mmh. dessin, j'ai vraiment besoin de parce que ça peut être laborieux, mais de faire ça dans mon laboratoire à moi et c'est vrai que dessiner les statues, j'en ai pas parlé, mais ça a été assez complexe, plus que je ne le pensais. Heu, c'est vrai que passer après Michel-Ange, c'est pas non plus la chose la plus facile qui soit Ah! et il a fallu beaucoup, beaucoup d'essais et ouais, je pense que j'avais un peu sous-estimé les choses. J'avais envie aussi qu'on puisse un peu sentir la matière et Mmh. surtout, il fallait que les statues soient identifiables et que je puisse me les réapproprier, qu'on n'ait pas l'impression de voir un catalogue des fois. Un ersatz qui soit pas qui n'ait pas le goût de l'original. Alors, tu as travaillé donc au Louvre, tu as travaillé au musée Rodin, et tu es aussi allé en Italie pour, Ah oui, donc sur Fusoil, pourquoi se hein? priver? Donc là, c'est pour, donc c'est pour matérialiser, je dirais, cette deuxième partie de cet album puisque, voilà, vraiment en manque d'inspiration, vraiment sur le point de d'arrêter, Rodin dit à Rose Beuret, sa compagne, qui d'ailleurs sera sa femme, qui deviendra sa femme, seulement en 10 ans, 1900. ça va. Ouais, c'est ça, et qui elle restera mariée avec lui que 15 jours. Je crois elle est morte 15 jours après, après leur mariage, et donc Rose, alors que vraiment, il y a pas grand-chose à manger, on sent que c'est vraiment la misère. Rose lui dit de partir en Italie et de partir sur les traces de Michel-Ange, et là donc bah, oui, tu nous emmènes en Italie, à Florence, à Rome. Est-ce que tu peux nous raconter, donc toi, comment s'est fait ce voyage et qu'est-ce que tu en as ramené pour ton travail? Oui, alors, bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'apprends rien, mais on voyageait pas comme aujourd'hui et Rodin avait une espèce d'obsession pour Michel-Ange, mais en France, on peut voir que 2 statues qui sont au Louvre, c'est, les esclaves, qui sont, exposés de façon permanente au Louvre, mais pour voir le reste, il fallait vraiment aller en Italie, ce qui représentait plusieurs jours de calèche ou de train, enfin, c'était vraiment tout un périple. C'est un périple qui lui tenait à cœur et qu'il a beaucoup documenté et en me basant là-dessus, j'ai voulu reproduire un peu le même schéma, initiatique que Rodin. Moi j'ai pas fait aussi tous les petits villages qu'il a fait lui aussi, mais pour moi ça a été une belle émotion. En plus, j'y suis allé en dehors d'une période, touristique, donc il y avait quasiment personne. Et il faisait froid, il pleuvait, il y avait Ouais, c'est personne ce dans que les j'ai rues, lu. il y avait personne dans les musées et j'ai senti une connexion un peu étrange. Hem et en fait, j'avais ressenti ça aussi quand j'avais travaillé sur Egon Schiele. J'étais allé dans la prison dans laquelle, il avait été enfermé, heu et il y avait personne dans ce musée-là. Enfin, c'est des sensations un peu étranges quand on a notre histoire en tête. On sait qu'on est dans un lieu, qu'on va devoir dessiner, dans lequel on va faire évoluer le personnage. D'un autre côté, on sait que ce personnage est quelqu'un qui a vraiment existé, donc j'aime bien ces moments-là, qui sont, enfin, pour moi, assez forts, où j'ai envie de leur rendre hommage, j'ai envie d'essayer de retrouver les sensations qu'ils ont pu Mmh. expérimenter. Moi, j'ai pas expérimenté toutes les mêmes sensations que lui. C'est vrai que je pense qu'on peut plus de pizza qu'à l'époque, une fois qu'on sort des musées. C'est pas tout à fait le même voyage, mais c'était un parcours important pour moi et d'ailleurs, le livre était bien avancé en termes d'écriture quand je suis allé en Italie, mais je peinais en termes de dessin et c'est vraiment une fois que j'ai fait ce même parcours et que j'ai pu, moi aussi, savourer les mêmes statues, que le dessin s'est libéré et je me suis mis à tomber les pages, avec gourmandise, quoi, avec, frénésie, et c'est vrai que j'ai mis une frénésie de travail sur ce livre qui est, je pense, totalement, déraisonnable et l'éditrice elle-même, je pense, avait un peu de mal à suivre aussi, Une fois que je suis comme ça porté par un sujet, ça peut aller très, très vite
Et c'est assez chouette de trouver des sujets comme ça qui me guident. Et je me rends compte finalement que sur mes derniers albums, j'ai peut-être passé plus de temps à essayer de trouver un sujet qui me procure comme ça une telle émotion qu'à faire le livre en tant que tel. Et, et ça devient presque une drogue en fait. C'est de trouver des sujets qui m'inspirent. Ça tombe pas du ciel. Et donc c'est quelque chose que j'essaye d'aller chercher, de cultiver. Et c'est vrai que je m'attendais pas à être aussi ému par toutes ces statues. Euh, Notamment à Rome ou à Florence, parce que j'étais allé des années plus tôt, mais pas avec le même regard. Et je pense finalement que le voyage aussi a été important pour moi. Et du Mais coup, ça marque une césure dans le et c'est ce qu'on ressent et ça aussi tu l'expliques, à la fin que oui, oui, c'est une charnière aussi pour toi. C'est une charnière dans l'album aussi, hein, puisque là, ben, on sent à la fois les toi tu as ressenti cette énergie dans ton travail, mais là on le découvre avec donc, Rodin qui là sent qu'il voilà, il faut pas qu'il abandonne. Il décide de continuer, son travail. Alors, ce qui ne va pas l'empêcher d'avoir, d'autres déconvenues, hein, parce qu'il va donc, faire une statue. Il va travailler pendant 18 mois, sur une statue, de nouveau pour postuler, à ce fameux salon et là, nouvelle déconvenue et ça voilà, c'est une anecdote que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui lui arrive là à Rodin? Parce que c'est fort pour un artiste de se voir accusé d'une telle C'est vrai que c'est tromperie. c'est complètement inconcevable. Enfin, moi, j'ai découvert cette histoire aussi dès que j'ai commencé vraiment sérieusement à enquêter sur Rodin. Mais donc, c'est une statue qu'il a faite pendant 18 mois d'un militaire. Il n'avait pas envie d'avoir des poseurs professionnels justement pour essayer Mmh. de. Parce qu'à l'époque, les poses étaient un peu trop classiques, un peu trop surjouées, et il avait envie de trouver une vraie vérité dans ses modèles. Donc, il a fait poser des gens dont c'est pas le métier. Et donc, il a occupé un militaire comme ça pendant 18 mois. Et ça donne l'âge d'airain, qui est une de ses statues les plus connues. C'est une statue que je connaissais très bien, mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Et il a fait cette statue à l'échelle du modèle. Et donc, quand il l'a exposé, très vite, des soupçons comme quoi Rodin aurait surmoulé la statue, c'est-à-dire Voilà. déposé de l'argile sur le modèle, Mmh. comme s'il avait décalqué une photo Mmh. finalement, sont apparus. Et c'est allé très loin. Il a été obligé de faire une enveloppe cachetée dans laquelle il a glissé que ce soit des photos, des documents qui attestent qu'il a Comme ça, des absolument travaillé témoignages. de ses mains. Mmh. Il a dû demander aux gens de son entourage qui étaient venus dans son atelier des lettres Mmh. attestant sur l'honneur d'avoir vu réaliser de ses propres mains la statue. Et j'en revenais pas de voir que Rodin en était là. Enfin, moi, ça allait à un milieu de l'image que je me faisais de lui. Je pensais que c'était un artiste complètement respecté de son vivant et prospère. Et finalement, l'État, qui avait des gros soupçons sur lui, a fini par s'excuser et lui a proposé une commande publique en dédommagement quelques années plus tard. Et finalement, cette commande publique est tombée à l'eau. Ouais. C'était pour un musée qui n'a jamais vu le jour. Et c'était une commande pour faire une porte qui est devenue sa porte Mais de oui. l'enfer, qui est en fait une œuvre qu'il a occupée pendant presque 15 ou 20 ans et qui finalement n'a eu vocation que d'être un laboratoire pour lui. Donc c'est vrai il a dû faire, en dehors des circuits classiques, il n'a pas du tout aidé par l'État. Et j'ai même une anecdote que j'avais hésité à mettre dans le livre, mais il y a un moment où justement, on est obligé de sacrifier des anecdotes qu'on trouve intéressantes pour pas trop noyer le lecteur. Mais en gros, la mairie de Paris avait lancé un appel à un projet et avait demandé à une centaine de sculpteurs de faire des statues pour la mairie de Paris. Et on a retrouvé un courrier dans lequel quelqu'un de la mairie de Paris dit en gros, par Rodin, pitié, pas se fouler, quoi. Enfin, c'est vraiment, on en est là. Et là, je suis tombé des nues quand j'ai découvert des choses pareilles. Enfin, il a dû vraiment avancer contre les vents et avec détermination. Et c'est beau aussi de voir ce qui peut allumer quelqu'un de jusqu'au boutiste comme ça. Après, c'est aussi quelqu'un qui a, d'une certaine manière, tout misé sur sa carrière, sur son art au détriment du reste. Et ça, je voulais que ça soit présent aussi en filigrane. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais quand même envie d'évoquer Camille Claudel.
Et ben Je voilà. ne voyais pas ne pas en Mmh. parler. Et Oui, d'un autre côté, je trouve que Camille Claudel, finalement, sa relation à Camille Claudel fait que qu'on a tendance à trop dénigrer Rodin aussi aujourd'hui et à plus exactement. parler assez de son Mmh. œuvre. Donc j'avais envie de faire un livre un peu en demi-teinte par rapport à ça. Mmh. Et l'histoire est aussi triste et intéressante et mériterait un livre à part entière, je pense. Et Mais ce justement, serait pas du tout mal. tu dis, enfin, tu cites Rodin, il dit: «Je me suis mal comporté avec elle, Camille, elle mérite son propre écrit». Et moi, j'allais te poser la question, serait-il envisageable qu'un prochain album fasse le pendant à celui-là, en parlant de Camille Claudel? Eh ben, pourquoi pas, hein. Ça dépend si vous êtes très nombreux ce soir sur Twitch et et très nombreux en librairie. A priori, c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça m'intéresserait. Mais, ne serait-ce que tu soumettes l'idée, je me suis dit: «Tiens, est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui pourrait germer?» Et puis ce serait enfin, ça serait intéressant d'avoir, 2 albums qu'on puisse mettre, en face à face, l'histoire Faut pas de se Ro contenter. Alors ce que je trouve bien aussi, c'est que donc il y a toute cette période qui quasiment c'est 3/4 de l'album. On découvre que Rodin, bah, c'est pas, la réussite qu'on imagine et quand même à la fin, on le on le voit, tu sautes, tu dois y avoir passé à peu près une vingtaine d'années et là, d'un seul coup, on voit le Rodin qu'on connaît, le Rodin installé, qui a un bel atelier qui ne travaille plus seul, puisque de toute façon, en raison de son âge, il pouvait plus travailler seul. Et c'est vrai que c'était important aussi C'est de devenu un chef d'entreprise, hein. oui, 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 c'est ça. Et donc c'était important, je trouve, de et ça, tu le montres bien que, voilà, il est tout le temps là, même si alors on voit qu'il a justement un une attirance pour cette porte de l'enfer, hein, heu, qui vraiment est inspirée de l'univers de Dante et heu et tu on sent que c'est ce vraiment, c'est le travail de la dernière partie de sa vie, cette porte. Ouais. Ce que je trouvais touchant, en fait, c'est que pour cette porte, il mettait toujours plein de figures humaines Mmh. qu'il composait, qu'il recomposait, justement, des fois en prélevant des mains, des bras et en essayant de faire des sculptures différentes. Et on a retrouvé plein de versions différentes, à tel point qu'on les gens du musée Rodin ont même eu du mal parfois à les dater, parce que c'est un cauchemar comment Mmh. dire, à authentifier et puis et à classer, mais il y a un plaisir permanent de retravailler ce qu'on a fait et de redéfinir et trouver des nouvelles façons de faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et bah, je pense que j'ai aussi une façon de réutiliser les croquis qui est un peu similaire. Dès que je fais un croquis, même des croquis que j'ai fait il y a 5 6 ans, je vais toujours les réintégrer quelque part. Et j'ai besoin d'avoir comme ça un petit bazar que je réutilise. Et du coup, maintenant, si c'est trop le bazar chez moi, je pourrais dire que je fais comme Rodin, quoi. Enfin, ça me donne une excuse. Donc j'étais assez touché par cette manière de faire, par ce mouvement perpétuel. Et vers la fin de sa vie, il allait de plus en plus dans l'épure et il a fait des statues aussi dont j'aurais pu parler dans l'album, mais pareil, pour des questions de classe et de propos, je ne voyais pas comment les insérer. Mais je pense à son monument en hommage à Balzac, Oui. qui est quelque chose de très très moderne. Et j'avoue que je raffole pas forcément non plus, mais c'est vrai, quand on voit cette statue, on dit qu'il faut quand même beaucoup de culot pour aller la présenter telle quelle, parce qu'en fait, il a drapé un long manteau avec une figure de Balzac assez volumineuse et pas très heureuse. Il a, de mémoire, il avait trouvé aussi un agriculteur qui ressemblait vaguement à Balzac, parce que c'était à la mort de Balzac. Donc il lui a fait des traits très rustiques. Enfin, c'est vraiment pas du tout ce qu'on attend d'un monument qui rend hommage à un mort illustre. Donc, là aussi, c'était pour une commande d'État et sans surprise, son projet n'a pas été retenu. Mais derrière tout ça, il y a une envie de faire qui est sincère. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touché, que j'ai voulu transmettre dans le livre.
Ouais. Ah bah, de toute façon, ça se sent bien. Donc là, je vais mettre le dernier visuel. Donc, j'en ai affiché 13 en tout. Euh, Là, parce bah oui, il est déjà 9h30. J'avais promis de pas te garder plus d'une heure. Moi, je voudrais savoir, comment tu sors de ce projet-là. Et actuellement, est-ce que tu as réussi à te mettre dans un autre projet? Alors, je sais bien que des fois, les projets, on peut pas toujours en parler parce que pour des raisons avec l'éditeur ou voilà. Mais comment tu sors là de cette histoire et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, bah, comme d'habitude, j'ai besoin de travailler sur un sujet totalement différent. Et là, je suis sur 2 projets, plutôt de science-fiction. Je fais un projet qui se passe dans l'espace et que j'écris, seul, Ah oui. sur lequel j'ai quand même encore des gros enjeux d'écriture. Donc pour l'instant, j'en suis Ouais, vraiment en prémisse. ouais, Et j'ai aussi un projet qui m'enthousiasme, beaucoup avec, Alain Damasio, qui est un écrivain, ah de oui, science-fiction bien sûr. que j'adore. Et l'idée, c'est d'adapter une nouvelle qu'il a écrite il y a quelques années et d'essayer de la développer un peu différemment en bande dessinée. Et je suis très content parce que là, le projet est bien avancé et je lui ai soumis le storyboard complet de l'album et j'ai eu son retour juste avant que l'émission commence. Et a priori, il est ravi, donc je suis Ah, content. ah ouais, c'est une bonne Mais, nouvelle, ça. mais j'ai ce besoin aussi, j'y pense, c'est que quand je sors un livre, je suis extrêmement stressé par les retours des lecteurs. Et du coup, je me rends compte que j'ai besoin d'être plongé dans autre chose quand le livre sort. Et ça devient presque obsessionnel parce que là, j'ai ce livre qui sort dans 15 jours, mais finalement, pour ne plus y penser, j'ai besoin déjà de me plonger dans le prochain. Et forcément, on n'est pas sur les mêmes calendriers, sinon ce serait inquiétant. Mm. Donc là, j'ai affiché à l'écran une photo de toi que j'ai trouvée sur ton compte Instagram où tu es assis au musée du Louvre et tu es en train de travailler. Euh, donc c'est un petit clin d'œil à ton travail dans ce magnifique endroit. Et juste aussi pour rappeler que donc il y a une exposition qui va se tenir donc du 15 avril au 20 juillet qui s'appelle Michel-Ange Rodin Corps vivant. Heu, J'imagine que tu vas aller la voir cette exposition? Et évidemment, effectivement, on l'a un peu rappelé au début, mais c'est une BD qui s'inscrit dans le cadre de Voilà. l'exposition. Mais tout l'enjeu pour moi, c'était d'avoir un livre qui puisse évidemment s'adresser aux gens qui ne vont pas aller voir l'exposition. Et d'ailleurs, ça a été compliqué de trouver des manières de faire, d'insérer. En fait, il a fallu que je dessine des œuvres qui soient dans cette expo-là. Et j'ai hâte de la voir parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est très rare qu'il y ait des œuvres de Michel-Ange en France. Donc c'est l'occasion ou jamais. Et pour Rodin, c'est vrai on a la chance d'avoir deux musées magnifiques à Paris. Oui. Il y a le musée Rodin rue de Varennes et il y en a un autre qui est moins connu, qui est à À Meudon, Meudon? euh, Ouais. qui était sa maison de campagne. Et c'est aussi là où il est enterré. Et, euh, et d'ailleurs, à la fin de l'album, enfin vers la fin, quand je le dessine vieillard, passer devant la statue du penseur qu'il a exécuté, c'est une statue bien sûr qui n'était pas là de son vivant, parce que cette statue finalement renferme son tombeau. Et du coup, je voulais vraiment terminer là-dessus. Et encore une fois, j'aime bien Mmh. ce dialogue à travers le temps. Mmh. Et pour ceux qui voyagent, il y a aussi un magnifique musée Rodin à Philadelphie avec, un penseur, là, la grande avenue à Philadelphie qui mène au musée des Beaux-Arts et donc le musée Beaux-Arts le musée Rodin donc de Philadelphie est magnifique aussi pour l'avoir vu. Ouais, ouais, ouais. Et demain matin. Eh bien, Xavier, eh ben, je voudrais te remercier vraiment pour bah, cette heure qu'on a passée ensemble. Te féliciter encore pour ton travail parce que ben, moi, enfin voilà, tu sais que j'apprécie ton travail, j'apprécie l'auteur que tu es et vraiment, j'ai trouvé que c'était une grande marque de confiance que tu faisais de venir discuter ce soir sur ce nouvel album. Par tout ce que Voilà. tu me dis, par la façon dont tu me suis depuis quelques années. Oui, bah, c'est sympa de voir, enfin voilà, il n'y a pas eu juste un auteur, il y a quelqu'un derrière, derrière l'auteur
et c'est vrai que nous, on a cette chance, c'est de pouvoir, connaître, un peu mieux les auteurs dont le nom figure sur les albums. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver donc, sur YouTube. Xavier, bah, bonne soirée, bon vent pour cette bande dessinée. Donc encore 15 jours à attendre, si vous voulez découvrir ce magnifique album et puis, bah, merci à ceux qui étaient là. Yomisha nous avait noté: «Les planches sont superbes», c'est bien le cas et c'est bien le cas et donc ce serait intéressant, elle parlait de Camille Claudel, un autre album, donc ça c'est tu as ça dans une case, au niveau Ça de marche. ton cerveau. Voilà, Sososoka, mais merci à tous les 2, c'était super intéressant. Eh bien oui, c'est toujours super intéressant de pouvoir échanger avec toi. Je vous souhaite une bonne Un grand merci. soirée. Xavier, Merci beaucoup, merci Fleur. beaucoup. À bientôt.